Bienvenue à ce débat qui, je pense, est l'un des points forts de cette journée, de ce salon de l'analyse technique. Pour ou contre les crypto-monnaies et le Bitcoin, c'est un peu peut-être un terme réducteur parce que c'est difficile de s'exprimer de manière aussi partiale, mais il y a des experts de grande qualité autour de la table, donc ça va être intéressant. Par exemple, Pascal Talarida qui travaille depuis pas mal de temps maintenant sur un projet assez profond lié aux crypto-monnaies, une plateforme notamment, etc. On a Lucas qui est du journal Bitcoin, qui est un média dédié aux crypto-monnaies qui fait très bien son boulot depuis pas mal de temps. David de la Maison du Bitcoin, un espace physique sur Paris qui s'est implémenté dès 2014. Gaël, qu'on vient d'avoir en interview, qui travaille sur un projet de robot advisor. Donc tout ça, c'est le côté pro-crypto-monnaie, en tout cas des entrepreneurs et des gens qui font des choses en rapport avec la crypto-monnaie et le marché des crypto-monnaies. Et à gauche, nous avons des traders très connus, Jean-Luc Hussac, que vous retrouvez notamment tous les jours sur BFM Business, et qui donne son point de vue, qui est un expert, je pense, reconnu et de grande qualité, qui s'exprime et qui donne ses analyses sur le CAC 40, sur le Forex et les options. Benoît Rousseau, qui est responsable d'Anguille.com, un site très populaire en France et qui publie au quotidien ses sessions de trading, etc. Alors, André, qui prend la parole en premier? Les pour ou les contre? Alors, juste un détail. Donc, moi, on va essayer d'animer avec Fabien. Donc, ces deux groupes. On va essayer de les tenir. On les a tenus à distance un peu pour pas qu'ils se foutent trop sur la gueule. Donc, c'était ça l'objectif. Bon, il y a des gens qui sont vraiment pour, il y a des gens qui sont un peu contre, il y a des gens qui sont très contre. Donc il y a un peu tout, et puis il y en a qui sont neutres. Moi je suis candide, donc avec Fabien on va animer. Moi je suis seulement intéressé par le Bitcoin et les crypto-monnaies pour voir si on peut, si c'est un véhicule intéressant de trading. Savoir, alors il y a beaucoup de questions, on va poser plein de questions sur la genèse, la source, d'où vient les bitcoins. Donc peut-être on peut commencer par les pour, parce que les pour sont plus, j'imagine, ont une meilleure information sur les bitcoins. Également, j'avais vu un dossier qu'avait remis Jean-Louis, qui avait dit, j'ai trouvé que c'était très bien fait, qu'il avait mis sur Internet, je crois d'abord sur son site, et puis je crois sur Internet, c'est assez long, c'est un peu chiant à lire, mais par contre, il y avait des trucs intéressants, vraiment très intéressants. Donc, je pense qu'on peut un peu commencer peut-être par David, là, David Fay, qui est de la Maison du Bitcoin. Donc, présente-toi rapidement, David, et puis après, Fabien, tu commences un peu à lancer un peu les questions. Et puis, on posera aussi la question à Jean-Louis ici pour savoir un petit peu ce qu'il pense de la genèse, de l'aspect blockchain, etc. Il y a beaucoup de questions, donc il faut aller assez vite dans vos propos. Voilà, je m'arrête. Okay. Bon, bonjour à tous et merci d'être là. Donc, moi je suis David Fay, je travaille à la Maison du Bitcoin. Donc, la Maison du Bitcoin, qu'est-ce que c'est? C'est le premier espace dédié aux crypto-monnaies en Europe. Le premier espace physique, c'est un endroit. Donc, nous on est dans le 2e arrondissement parisien. C'est un endroit où vous pouvez vous rendre pour discuter avec nous, pour avoir des informations sur les crypto-monnaies. Vous avez le site à l'écran. Voilà, on a donc la Maison du Bitcoin, on a aussi, alors je ne vois pas ce qui est affiché, mais on a aussi un site qui s'appelle CoinHouse, donc la Maison du Bitcoin en anglais, coinhouse.com, qui est une plateforme où vous pouvez acheter et vendre très facilement des bitcoins et des Ethers. Les Ethers qui sont la deuxième plus grosse crypto-monnaie en termes de capitalisation de marché. Et donc nous, notre but c'est d'accompagner les gens dans ce nouveau monde, sur ces nouvelles technologies, pouvoir les informer, pouvoir leur indiquer comment sécuriser cette nouvelle classe d'actifs numériques pour pouvoir rentrer de manière sereine sur ces nouvelles technologies. Je ne sais pas si vous voulez que je parle un peu de Bitcoin tout de suite ou il y a des questions qui vont venir dessus. Je pense que tu peux commencer rapidement à expliquer le Bitcoin c'est quoi pour les gens qui connaissent rien du tout, qui ont entendu beaucoup parler par la mode et surtout par la hausse de 2017. Donc avant de parler de marché, avant de parler de chiffres, etc. Bitcoin, les 2-3 principales cryptos, c'est quoi? Il y a plusieurs cryptos déjà. Bien sûr, il y a des milliers de crypto-monnaies différentes. Alors je vais essayer de faire très court. Donc en gros, le Bitcoin, c'est la première crypto-monnaie qui a vraiment fonctionné. Il y a eu d'autres essais avant, qui ont eu naissance en 2004, en 1998, des projets comme Hashcash, T-Money, BitGold, qui ont été des tentatives de créer justement une monnaie numérique
sur Internet. Bitcoin a su en fait converger les différentes technologies qui ont été créées sur les dernières dizaines d'années en fait, pour faire quelque chose de fonctionnel. Et notamment, il y a quelque chose de très important, la notion la plus importante en fait, que Bitcoin a réussi à faire, c'est de gérer le problème de la double dépense sur Internet, la double dépense numérique. C'est-à-dire comment je fais, quand j'ai un fichier, en fait, une information qui sont seulement des bits, donc des 0 et des 1, comment je fais pour envoyer l'information et ne pas garder cette information, pour ne pas en garder une copie. Parce que ça, c'est problématique. Si on parle d'une monnaie, si quand j'envoie un bitcoin, en fait, je garde une copie de ce bitcoin et j'envoie un autre bitcoin, dans ce cas-là, il y a de la double dépense et ça ne peut pas fonctionner. Donc, Bitcoin a créé un système qui fonctionne sur différentes technologies. Déjà sur un protocole libre d'accès en open source. Ce sont des technologies open source, ce qui veut dire que n'importe qui peut accéder à l'information de comment fonctionne le Bitcoin, de comment fonctionnent les Ethers, comment fonctionnent les différentes crypto-monnaies, et peuvent participer à l'amélioration de ces technologies-là. Faire des propositions d'amélioration des protocoles par exemple. Et ensuite, Bitcoin fonctionne grâce à une technologie qui s'appelle la blockchain, en fait, tout simplement une base de données distribuée entre les différents acteurs qui souhaitent participer au réseau. Ce qui fait que on a une technologie qui est totalement transparente, qui est partagée entre tous les utilisateurs et tout le monde va pouvoir y participer et tout le monde va pouvoir en fait tout simplement sécuriser ces technologies-là. Par rapport aux systèmes traditionnels qu'on utilise aujourd'hui, par exemple le système bancaire, vous avez ces tiers de confiance, cette banque qui va devoir faire l'intermédiaire entre vous, individus, lorsque vous voulez vous échanger d'argent. Vous envoyez des euros. Avec le Bitcoin, on propose des technologies où vous pouvez détenir de la valeur numérique vous-même, donc ça c'est déjà une révolution en soi, c'est-à-dire que pour la première fois, vous pouvez détenir vous, sans faire confiance à quelqu'un d'autre, de la valeur numérique. Et ça c'est extrêmement important. Et ensuite vous pouvez vous l'échanger de particulier à particulier via un réseau extrêmement sécurisé puisqu'il est distribué en des milliers de copies, et qui fait qu'il est extrêmement aussi résilient et résistant à la censure, puisque tant qu'il existe une copie à travers le monde, et il en existe des dizaines de milliers, et ben, vous ne pouvez pas fermer Bitcoin. Voilà l'idée derrière Bitcoin. Ok, alors, première question, simple, Bitcoin, crypto-monnaie, c'est nouveau, c'est volatile, faut-il investir? Je ne sais pas qui commence à prendre la parole, du côté des sceptiques, on va dire. On va peut-être... Jean-Louis est pas contre absolument, il m'a dit un peu, mais bon, il va préciser ses opinions. Et Benoît est un peu plus contre que Jean-Louis, dirais. Mais Benoît, les deux sont des traders. Mais Jean-Louis a aussi une vision investisseur. Enfin, je te laisse la parole, Jean-Louis. Oui, bonjour tout le monde, donc Jean-Luc Sac, trader. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, bien évidemment, c'est indiscutable. Maintenant, nous sommes dans un salon, ce qu'on appelle le salon de l'analyse technique, et le but, votre but, le mien, c'est d'analyser techniquement des données. Après, le Bitcoin a-t-il un flux de données suffisamment important pour être analysé correctement? Et gagner de l'argent en travaillant, mais pas en travaillant en minant, en spéculant. Et oui, c'est le but de tout un chacun ici. Donc, j'estime, si vous voulez, que l'aspect utilité, l'existence, il n'y a rien à dire là-dessus, mais par contre, spéculer, aborder cet actif avec l'idée que vous avez, qui consiste également à la même idée d'aborder le CAC 40 ou autre chose, ça me paraît extrêmement dangereux. Ces marchés ne sont pas centralisés, ces marchés ne sont pas du tout, alors loin de là, à maturité. Donc vous allez rencontrer des problèmes divers et variés de sécurité, la transaction enregistrée sur la blockchain, bien évidemment, la sécurité pour votre trading personnel. Voilà, donc en fait, c'est pour ça que je ne suis pas contre évidemment la technologie, ça serait un peu absurde je pense, mais c'est tout ce qui gravite autour, la manière dont
dont on vous a parlé du Bitcoin, beaucoup sont venus sur ces crypto-monnaies avec l'idée que ça monte et que ça va continuer de monter. Et il suffit d'acheter pour gagner de l'argent. Voilà, c'est ce que j'ai observé. Quand on a vu la queue devant les magasins, là, on se dit il faut vendre. Alors, moi je suis plutôt sur Ripple, pour tout vous dire, pour différentes raisons. Je ne suis pas un spécialiste, là par contre j'essaye de m'entourer de gens qui vont me guider un petit peu là-dedans, mais je suis acheteur de Ripple, oui. Donc j'en ai acheté à 0,6, j'en ai revendu à 1,10, là j'en ai racheté à 0,6, enfin 0,65, un truc comme ça. Donc je ne suis pas en effet contre l'idée même de spéculer, mais alors avec beaucoup de précautions et l'expérience que je peux avoir sur l'aspect trading d'ordre général. Parce que bon, le but du jeu, encore une fois, c'est quoi aujourd'hui? C'est de dire, peut-on gagner de l'argent avec le Bitcoin ou avec une crypto-monnaie? C'est ça la question, je pense, qui se pose. Donc oui, la réponse est oui. Y a-t-il une utilité à utiliser cette technologie pour ceux qui doivent enregistrer? Oui. Donc la réponse est oui à tout, sauf à l'aspect spéculation. Là, c'est un grand oui, mais et il faut que vous ayez conscience que même si le Ripple a été... ils ont organisé des cotations sur le CME, donc avec un futur qui réclame des moyens assez importants, puisque les déposites, les cautions qui sont réclamées, ce qu'on appelle la déposit plus la marge, en fait, sont importantes. Ce ne sont pas des petits montants. Et sur ce marché du CME, les transactions sont très faibles, enfin très irrégulières surtout. C'est-à-dire que de se traiter 200 lots, comme 50, comme 2000. Alors donc déjà, en tant que, pas trader algo, mais si on devait le voir comme ça, il n'y a pas la régularité et le nombre de données suffisamment importantes pour pouvoir trader d'une manière hyper méthodique sur ces produits. Ça me paraît une évidence. Voilà. Donc après, tout ce que j'ai vu au niveau sécurité sur ce que vous pouvez déposer à droite ou à gauche, je sais pas, moi j'ai un fils qui était dessus, hein, qui mine, ils ont investi même pas mal d'argent, un petit copain a mis 400 000 $ pour miner, etc. Mais ils se sont fait voler tout leur bitcoin dans la dernière arnaque, là, 70 millions, là, je ne connais plus la boîte qui s'est fait hacker. Non, c'est au Japon, c'est... CoinCheck. Non, c'est Alf quelque chose. Enfin, ils se sont fait hacker 70 millions. Alors ce qui est quand même embêtant, c'est que ces gens se disent haute technologie, sécurité, blockchain, ok, avec l'idée de la sécurité et tout, et eux ils se font hacker, ils se font tout piquer. Je rêve, c'est quoi? C'est de l'arnaque, c'est prémédité, il y a un coup, il y a quelqu'un qui a volé les bitcoins de tout le monde, enfin oui. Bon voilà, donc en gros, si vous voulez, tout ce marché, globalement, c'est manque de maturité. Donc voilà, à partir de là, il y a une prudence qui s'impose à tous les niveaux, Voilà. J'aimerais rebondir. Ce que tu considères donc, Jean-Louis, c'est maturité, ça peut devenir plus mature ultérieurement. Pour l'instant, tu attends de voir un peu comment évolue ce marché. Est-ce que vous, là-bas, ceux du côté des pour, vous avez des questions à répondre? Parce que ce que j'ai compris, moi, de ce que disait Jean-Louis, c'était les investisseurs, les courtiers, en fait, qui permettaient d'investir sur les bitcoins et les plateformes qui étaient suspects et douteuses. Bon, il y a peut-être plusieurs manières d'investir. Donc, déjà effectivement CMI et CBOI, mais il n'y a pas de volume. Ça veut dire que les professionnels ne s'y intéressent pas. Ou, Benoît, tu me disais que sur le site, rapidement, parce que je veux donner la réponse là-bas, tu disais que sur le CBOI,
En ce qui concerne les professionnels et sur le Bitcoin, sur Futur notamment, on a très peu de volume. Et le volume que l'on a, c'est essentiellement les brokers CFD qui se couvrent. On l'a appris parce qu'on a le plus gros broker CFD du monde qui s'appelle IG, qui a dû communiquer parce que c'est une obligation, qui détenait 20% sur Futur des positions sur Bitcoin. Il couvrait ses clients sur Bitcoin. Donc ça veut dire que sur Bitcoin, il n'y en a que, on n'a aucun professionnel. D'ailleurs, si vous travaillez pour Goldman Sachs, ils vous appellent que vous tradez les Bitcoins, si vous foutent dehors, en disant s'il faut grave. Donc je vais faire le... J'en ai pour 2 minutes là? Non, ok. Après, parce qu'on a eu trop pour les contre, donc tu reviens là après. Gaël, tu voulais dire quelque chose? Oui, tout à fait, c'est pour rebondir sur ce que disait justement Jean-Louis. Donc Gaël Itier, moi aussi j'ai un cursus plutôt de prop trading, aujourd'hui pour Automata. Alors, déjà pour détendre l'atmosphère, c'est assez sympa de regarder que les pour, c'est les old school, et les contre, pardon, et que les pour, ce soit plutôt des jeunes. C'est assez marrant, c'est assez représentatif de ce qui se passe, notamment en ce moment sur les régulations. Cher ami, j'ai miné les Bitcoins en 2012, j'en ai parlé sur mon site. Ça n'intéressait absolument personne. Je me suis pris un vent pas possible. Donc le côté générationnel, c'est un petit peu gentil. Mais je pense qu'en 2012, il n'y avait pas vraiment d'ici qui devait miner Bitcoin. J'ai gagné un peu de sous. Donc c'était juste pour repréciser ça. On est vieux, on a peut-être les cheveux blancs, on n'est pas si con que ça quand même. Je plaisante, bien sûr. Quand on a encore des cheveux. Très bien, ok, pas de problème, je plaisante. Alors, pour rebondir un peu sur ce que disait Jean-Louis, parce que tu parlais particulièrement de trading et tu as abordé aussi un peu le trading algo. Alors, je te rejoins sur un point qui est assez important, c'est le fait que le marché manque de maturité. Alors ça, on peut le voir avec les volumes, évidemment, mais pas uniquement. On peut aussi le voir tout simplement avec l'excès de volatilité. Fin 2017, il y a vraiment eu un énorme engouement, donc une énorme progression du marché. Bon, si on parle du Bitcoin, mais c'est le cas pour toutes les cryptos. Et une énorme baisse, on peut voir quand même depuis le début de l'année, et c'est ce qui fait débat aujourd'hui. Finalement, la question, c'est pour ou contre les cryptos, c'est assez d'ordre général. Moi, je pense que la véritable question de la plupart des gens, c'est faut-il investir dans les cryptos? Et la question, c'est vraiment aujourd'hui. Un instant, Gaël. Juste un truc. Automata, je viens de mettre à l'écran, on voit que Automata propose des solutions qui seraient plus secure trading. Explique un petit peu, parce que si oui, c'est de l'arnaque, c'est de l'arnaque ou c'est un truc solide? Alors justement, vas-y, parce que les gens, en fait, actuellement, il y a deux niveaux. Il y a l'aspect trading, effectivement, ça monte, ça baisse, on achète, on vend, etc. Sur quel produit, sur quel véhicule, des CFD, du futur, ou une plateforme plus ou moins fiable dont on se pose des questions parce que c'est pas assez mature. Et également, à la fin, est-ce qu'il y a, on va pas avoir un truc qui va être hacké également? Donc voilà, c'est un peu les premières questions d'abord. Alors, Automata. Alors, déjà, derrière tout projet sécure, il y a potentiellement une arnaque. Pour répondre à cette question. Non, pour être sérieux, effectivement, donc ça rejoint ce que tu dis avec ce que disait Jean-Louis. Donc, je disais tout à l'heure, le marché manque de maturité, mais à l'inverse de Jean-Louis, moi je pense que d'un point de vue algorithmique trading, puisque c'est ce qu'on fait, il y a certes pas assez d'informations dans le passé pour pouvoir créer des modèles qui soient 100% adaptés à la crypto, mais par contre, avec une expérience des marchés financiers, notamment sur le forex ou sur les marchés actions, on voit que clairement les stratégies qu'on met en place sur ce type de marché fonctionnent particulièrement bien sur les cryptos. Alors, attention au moins une chose, nous on a mis en place que des modèles qui ont un véritable sens physique derrière. C'est-à-dire qu'on ne s'appuie pas sur le passé pour créer nos modèles et on fait en sorte qu'ils aient quelque chose d'intelligent sur le futur, et notamment en analysant la volatilité, parce que la volatilité, c'est ce qui fait peur et ce qui aujourd'hui crée ce débat ou cet effet de panique. Alors, juste une dernière chose pour Automata, justement, parce que la question a été aussi posée sur ça. Nous, effectivement, on est orienté crypto dans le sens où on ne fait pas des investissements sur des CFD ou des produits dérivés autour des cryptos. On est véritablement investisseur de crypto. Donc on ne les vend pas, on ne fait que les acheter, mais on a créé un ensemble de modèles
qui réduisent énormément l'indexation en crypto quand le marché ne fonctionne pas, quand il est très baissier comme maintenant, et on essaie de s'appuyer sur des points excessivement bas pour justement essayer de venir reprendre de la performance, mais en étant très précautionneux. Ouais, la boîte qui s'est fait hacker, là, 70 millions, c'est Nice Hash. Nice Hash. Justement, voilà, si je peux rebondir là-dessus, je voulais rebondir justement sur ces propos relatifs à la sécurité. Et ça me permettrait également de rapprocher avec ce que disait David sur un élément. Qui parle, Lucas? Présente-toi 2 secondes qu'on. Oui, explique qui tu es, parce que t'interviens comme ça, on ne sait pas trop qui tu es, rappelle un peu. Du coup, je me présente, Hermis, un des cofondateurs de journalbitcoin.com, donc qui est un site d'actualité sur les crypto-monnaies en général. Donc on ne traite pas que Bitcoin, on traite vraiment les crypto-monnaies et les protocoles blockchain dans leur globalité. Donc, je le disais, il y a quelque chose qui est très important à comprendre avec les crypto-monnaies, en particulier Bitcoin, c'est la responsabilité. Quand on dit que ce genre de protocole permet de se passer d'intermédiaires, comme les banques, ça fait que tout le monde est responsable de ses propres fonds. En l'occurrence, on parlait d'un piratage donc, qui était de NiceHash. En l'occurrence, NiceHash n'est pas une plateforme d'échange, c'est une plateforme, c'est Relativo Mining, donc c'est un petit peu différent. Mais il est clair qu'il y a énormément de piratage dans ce monde. Donc on a vu MTGOX, il y en a beaucoup. Au niveau des plateformes de change, il y a par exemple du Binance, il y a eu une tentative de piratage, c'était le 7 mars, il y a quelques jours. Et ça, en fait, ça pose une question assez importante qui est que chacun est responsable de ses fonds. Donc après, c'est à chacun de choisir à qui il délègue un pouvoir sur ses fonds. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous transférez vos clés privées, vos bitcoins sur une plateforme de change, vous acceptez donc, ce qu'on appelle le risque plateforme, qui est que cette plateforme se fasse pirater et donc que vous perdiez vos fonds. Mais finalement, c'est un petit peu la même chose avec une banque. Aujourd'hui, les banques ont une obligation, en cas de faillite, de vous rembourser 100 000 €. Si vous avez plus, vous êtes perdant dans l'affaire. Donc finalement, c'est quelque chose d'assez similaire. Bonjour, Pascal Talarina. Moi j'ai fondé DF Trading, qui est un site internet pour apprendre à trader. Et depuis 1 an et demi, je travaille sur un projet lié à la crypto-monnaie qui s'appelle Jarvis Edge. Je voulais répondre du coup à Jean-Louis et à Benoît. Donc juste d'abord quelques précisions du coup Benoît. Les professionnels en fait s'intéressent à la crypto-monnaie, sauf que ça se passe quasiment uniquement en OTC en fait. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas s'emmerder sur les exchanges parce que comme tu sais, sur les exchanges il n'y a pas vraiment de sécurité, il n'y a pas de liquidité. Et moi je suis en contact avec plusieurs personnes qui régulièrement veulent acheter 10 000 à 100 000. 100 000 c'est quasiment un milliard de bitcoin. Et ces gens-là en fait ne traitent que en OTC. Ce sont des gros fonds Qatar et ce genre de choses. Effectivement, IG s'est couvert pour ses CFD sur les futurs. Il faut savoir que l'immense majorité, sinon l'intégralité de tous les brokers qui jusqu'à aujourd'hui proposaient des CFD sur la crypto, ne se couvraient pas et prenaient en fait le parti que comme sur le Forex, les gens allaient perdre, parce que crypto ou Forex ou quoi que ce soit, on est quand même toujours dans les mêmes ratios. La plupart des investisseurs et des traders, en tout cas ceux qui tradent énormément, sans expérience perdent. Et ils ont fait le pari que comme sur le Forex, 95% seraient perdants, et du coup ils se sont dit on va s'en mettre plein les poches, et ils se retrouvent un peu dans la merde avec justement l'immense montée du Bitcoin. Donc ça c'était pour les petites précisions du coup. Ensuite Jean-Louis, moi je suis absolument d'accord avec toi, c'est un débat qui est difficile puisque on ne peut pas vraiment être contre ou pour, et du coup je vais essayer d'étayer ce que tu disais sur effectivement on peut investir et je pense qu'il faut investir. Par contre, comme tu l'as dit, il y a des problèmes de sécurité, de régulation, d'expérience utilisateur. Et tout ça, en fait, c'est à prendre en considération quand vous investissez. Aujourd'hui, la crypto-monnaie, c'est, à ma connaissance, l'un des seuls marchés où, lorsque vous risquez 1, vous pouvez gagner 100 ou 1000. Donc, juste pour ça, déjà, c'est une question qu'il faut se poser. Un des seuls. Excuse-moi, je t'interromps là, parce que là, c'est vraiment vendre des rêves.
crypto-monnaie qui passe de 1 à 100 à 1 à 1000, c'est justement c'est l'effet Nabila, quoi. C'est Nabila, acheter les crypto-monnaies, ça monte, c'est infini. Il faut quand même insister beaucoup sur le risque. Alors justement, le risque, je vais finir, il y a quand même une chose qu'on oublie toujours sur les crypto-monnaies. C'est le risque, c'est même pas le risque systémique. C'est que vous allez investir dans les crypto-monnaies, vous avez des bitcoins auxquels je passe même pas sur l'aspect sécuritaire, vous pouvez vous les faire voler. Vous n'avez pas de chance, etc. Ça peut arriver, vous avez des wallets privés et tout. Pourquoi pas? Il n'y a pas de souci. Ça passe, ce qu'on a vendu aux gens, c'est que vous mettez 100 € dans les bitcoins, vous fermez les yeux et vous allez en avoir 100 000 derrière. L'âge d'or est terminé. Si vous êtes là, tout aussi nombreux, si Nabila se réveille, c'est justement que l'âge d'or est terminé. Il y a eu un âge d'or, c'était le bitcoin à 2-3 $ à produire, à 10 $. J'ai connu l'âge d'or du bitcoin. Et je vais vous le dire, ça va vous faire rire tout le monde. J'en ai produit des putains de bitcoins. Et j'en ai vendu des putains de bitcoins. C'était pour ma boîte, pour renouveler du matériel informatique et payer l'électricité. Et je les vendais 15 $ les bitcoins. Et j'en ai eu un sacré paquet. Alors je serais multimillionnaire si je les avais gardés. On l'a pas vu arriver. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça ne va pas passer maintenant de 20 000, ils sont à 8 000 actuellement, de 20 000 à 2 millions de bitcoins. Ce n'est pas possible mathématiquement, financièrement, pour plein de raisons que je ne rentre pas dans les détails. Et il y a une chose, je termine juste, non mais je termine, je finis mon argumentation, après je vous laisse parler sans aucun problème. Il faut bien comprendre aussi, c'est que ce n'est pas quelque chose qui est technologiquement, je ne rentre pas du tout dans le débat, etc. Je suis historien économiste, des révolutions technologiques, on en a tous les 10 ans, il en reste parfois des grandes choses et parfois strictement rien qu'on a complètement oublié. Juste le Bitcoin, le principe même du Bitcoin, la NASA l'avait déjà lancé. J'étais sur un des PC qui s'appelle 486 avec le projet City, donc c'est pas très nouveau en fait, c'est 20 ans après ça a été repris. Et nous on a fait de l'argent, le système du Bitcoin. Mais plus concrètement, du jour au lendemain, ils peuvent être interdits. Vous avez des pays qui interdisent le Bitcoin. Il y a ce risque-là, systémique. Vous avez le Maroc, ils ont interdit le Bitcoin. Sinon, le pays s'écroule. Ils ont déjà du mal à ramasser, à lever l'impôt sur les entreprises. Si tout le monde commence à échanger en Bitcoin, si vous avez des pays complets qui s'écroulent. C'est interdit, interdit en Chine. C'est quand même un quart de l'humanité. C'est pas l'oublier. Et la deuxième chose, et c'est là où je pense qu'il faut quand même prévenir, le Bitcoin, c'est pour moi encore du casino. Parce que vous êtes en train de dire, vous pouvez investir dans le Bitcoin, on peut gagner de l'argent, mais attention, et vous dites que vous êtes parfaitement honnête, et je trouve ça que c'est vraiment à votre crédit, vous pouvez tout perdre si vous faites hacker, etc. S'il y a un défaut, vous n'avez pas il n'y a pas de régulateur, il n'y a pas de compensation, ça fait quand même beaucoup de choses. Vous avez des marchés régulés, vous pouvez aussi gagner énormément d'argent, sans prendre ces risques-là. À un moment, quand vous investissez, vous faites un ratio. Quels sont les risques que je prends et combien je peux en récupérer. Le meilleur ratio, dans ces cas-là, aller au casino, vous mettez tout sur le noir. C'est un très bon ratio aussi. Et pourquoi je termine là? À mon avis, ce qui tuera le Bitcoin, c'est vraiment une projection. En tant qu'investisseur, je dis je mets sur Bitcoin, j'attends mon terme. Ce qui tuera le Bitcoin, c'est Amazon ou Apple. Parce que le jour où Amazon va sortir son Amazon Coins, le jour où Apple va sortir son Apple Coins, les 1200, 1300, 1500 crypto-monnaies qui sont en circulation, vous pouvez en lancer vous-même des crypto-monnaies, c'est pas compliqué, c'est open source, elles vont s'effondrer totalement. Et c'est à mon avis, c'est ça, c'est ce risque-là. Parce que quand vous aurez Amazon qui va vous sortir sa crypto-monnaie, en disant, vous achetez des Amazon Coins, vous mettez 100 €, vous avez 110 Amazon Coins qui vous permettent d'acheter sur Amazon, là c'est un succès colossal et immédiat. Ils y travaillent, ils y pensent. Ils ne vont pas laisser passer ça. Pensez à ça. Excuse-moi, c'est un autre débat. Le succès, non, le succès commercial. Si on peut rester sur juste le trading. Déjà, ça c'est un autre débat qui est très intéressant, sur lequel je ne suis pas d'accord d'ailleurs. Mais ça, c'est un débat passionnant. En fait, le futur du Bitcoin, c'est le Bitcoin. Mais c'est vraiment pas le débat. Donc, puisque je devais terminer mon argumentaire, et tu verras qu'en fait, on est quasiment alignés, sauf qu'on n'a pas du tout la même méthodologie d'investissement. Donc, pour reprendre ce que dit Jean-Louis, la crypto-monnaie, comme toutes les... J'investis dans le Bitcoin, ça. Bien sûr. Je vends. Bien sûr, juste terminé. Donc, pour reprendre du coup Jean-Louis,
effectivement, la crypto-monnaie a des risques. Je ne vais pas les répéter, tout le monde les connaît, je pense, ici, et ceux qui ne les connaissent pas, petit Google, et puis vous avez des tonnes de personnes anti-crypto qui vous rafraîchiront la mémoire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment ça, c'est un peu ce que tu disais au niveau du ratio. Donc aujourd'hui, la crypto-monnaie est dans une bulle, la bulle pour moi se termine, j'expliquerai après, si vous voulez, après, qu'est-ce qui a créé la bulle et pourquoi est-ce qu'elle est en train de s'arrêter. Mais les faits restent quand même les faits. La crypto-monnaie, c'est l'une des classes actives qui quand même est la plus volatile et qui permet, quand on risque 1, de gagner beaucoup plus que 10, 20, 30, 100, des fois 1000, peut-être plus dans le futur. C'est en tout cas ce qui s'est passé depuis 2 ans. Si vous regardez certains sites qui font justement les résultats des crypto-monnaies, vous verrez qu'il y en a certaines qui ont fait 700 000%, 300 000%, 20 000%, etc., etc. Donc à partir du moment où vous avez un actif qui peut gagner autant, mais qui est risqué, il suffit simplement d'adapter. Moi je pense que le gros problème des anti-crypto, c'est d'être beaucoup trop binaire, c'est d'être trop black. Alors, je ne dis pas que vous n'avez pas investi, je ne parle pas de vous, je parle juste de manière générale. La plupart du temps, quand je rencontre quelqu'un qui est anti-crypto, il fait non, c'est trop risqué. Je fais oui, tu as raison. Et alors, l'investissement sur le marché action, c'est risqué aussi, je peux perdre de l'argent. Je ne dis pas que c'est plus risqué, mais oui, je veux perdre de l'argent. Si j'achète Disneyland lorsqu'il est au plus haut, je veux perdre de l'argent. Le forex, c'est aussi risqué. Les futurs, c'est aussi risqué. Comme tu sais, Benoît, le trading n'est pas du tout technique, mais surtout psychologique. C'est ce qui fait d'ailleurs la différence entre un bon et un mauvais trader. Donc on peut perdre de l'argent en investissant dans l'immobilier, on peut perdre de l'argent... 10 secondes, j'aimerais bien juste là. Non, sur indice et action. Un indice qui perd moins 25%, c'est un événement historique total. Non, je parle pas de ça, tu peux perdre de l'argent. Une crypto-monnaie qui perd moins 25%, c'est toutes les semaines. Donc c'est ça qu'il faut comprendre. Pour moi, je suis pour le trading des crypto-monnaies. Pour moi, ça devrait être les top traders qui peuvent. Parce que c'est un crack majeur par semaine potentiel. Et là derrière, il faut avoir un putain de money management, il faut avoir des putains de couilles. Le petit qui débute, qui achète, qui se prend moins 25% dans la gueule. Benoît, Jean-Louis, combien de traders particuliers perdent sur les indices et le forex chaque année? Combien? Eh bien c'est simple, tu as je te dis, tu as les études de l'AMF en France et les études absolument de tous les brokers américains depuis les années 80, ils sont obligés de publier ces résultats. On a entre 80 et 90% des gens qui perdent. C'est tout. Mais non, c'est pas merci. Et sur crypto, on a 80, 99%. Non, mais au début, ils n'avaient aucun espoir de gagner de l'argent non plus. Donc, juste attends, s'il te plaît. Non, et puis un dernier truc, ces chiffres-là, je le dis, après vraiment je vous laisse parler. Ces chiffres-là, je tiens à le dire, sont totalement débiles. Je vous dis pourquoi. Parce qu'ils mélangent les traders qui ont 20 ans d'expérience et le petit jeune qui a 18 ans, qui ouvre un compte chez un broker chypriote, qui met 50 €, qui appuie sur le bouton acheter, qui perd ses 50 €, qui sait même pas ce qu'il faut. Et c'est aussi considéré comme un trader. Je crois que c'est ça. Moi, j'ai été un jour de poker dans mes statistiques. 21h30, je m'emmerdais, ma copine n'était pas là. J'ai été sur PokerStar, j'ai mis 100 € avec ma carte bleue. Je suis tombé sur Texas Hold'em, je connaissais même pas les règles. En 3 minutes, j'ai paumé 800 €. Et je fais partie des 90% de traders, de joueurs de poker qui ont paume. C'est aussi ça qu'il faut voir. Donc, juste pour dire, c'était juste pour effectivement, merci pour les chiffres, étayer que oui, indice, forex, les gens perdent de l'argent, comme les gens ont perdu de l'argent sur la crypto-monnaie pour tous ceux qui ont investi après le 13 novembre 2017, puisque depuis le 13 novembre 2017, la plupart des cryptos sont en dessous de leur prix. C'est-à-dire que tous ceux qui sont chanceux, dont je fais partie, qui ont, comme toi, investi avant 2017, on est toujours en gain, mais ça c'est un autre débat, puisque je ne peux pas dire j'ai raison parce que j'ai gagné et ou j'ai tort parce que j'ai gagné. On est d'accord, on peut au moins dire une chose très claire. Non, t'avais dit dernière fois. Ouais, non, mais tu sais, mais je suis italien, c'est pas possible. Moi aussi, mais du sud. Ouais. La Calabre. Ah, Calabre. Oh, voilà, excuse-moi, alors là, je me m'éclaircis la Calabre. Et ma mère Sicile. Du coup, je voudrais dire quelque chose. Je termine, après, je termine juste et je te laisse terminer après. D'accord? Est-ce que j'étais pas mal? Je suis vénitien, t'es calabrais, je suis d'abord au nord, on finit et on laisse la parole. D'accord? Et je suis vraiment vénitien. De cœur en tout cas, au moins un mois par an. Juste pour dire une chose très, très concrète, il y a d'énormes possibilités sur les cryptos, je suis tout à fait d'accord, mais il faut être un sacré bon trader. Faux. Si, parce que je considère que quand ça varie de 20 à 25%, sur un 10 par exemple, ça ne varie pas de 20 à 25%. Le jour où ça arrive, c'est 1987, il y a plus de 30 ans, on s'en souvient encore, on tremble encore. Il y a un moment, quand on trade, il faut aussi avoir une certaine régularité. Très 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 difficile. Il ne suffit pas de dire j'achète que quand le crypto baisse de 25%. Ça baisse
ça baisse de manière continue. C'est beaucoup plus violent, si tu veux, comme mouvement. Et je pense qu'il faut avoir beaucoup plus d'expérience pour pouvoir... Il ne faut pas plus d'expérience, il faut juste une psychologie qui est différente et, pardonnez-moi l'expression, il faut avoir des fois les couilles du coup de ne pas paniquer. Mais pour en revenir au débat, comme tout marché financier, il y a donc un risque, et tu l'as effectivement dit, sur le forex et les indices, les gens perdent, donc le débat de qui gagne et qui perd est un non-sens complet. Les gens perdent sur les indices parce que c'est extrêmement compliqué, parce qu'il faut beaucoup plus d'expérience, les gens perdent sur la crypto parce qu'il y a aussi beaucoup d'arnaques, et surtout beaucoup de rêveurs. Et ça, on en parlera après peut-être dans la bulle si on a du temps. Donc pour terminer du coup cet argumentaire, on va dire un peu émietté, la crypto-monnaie, du coup, oui, il y a un potentiel. On est peut-être à la fin d'une bulle, ou peut-être on est encore dans la bulle. Par contre, ce qui est sûr, c'est que, tout comme le casino et tout comme pas mal d'opportunités d'investissement, il y a des risques. Un investisseur qui a un cerveau, il ne va pas dire non, je n'investis pas, il va dire bon, combien je gagne. Par exemple, toi, je sais que tu as des super résultats sur les indices. On en avait déjà discuté sur LinkedIn dans un petit post. Je te dis, écoute, qu'est-ce que ça te coûte en fait d'investir 1%, 5% ou 10% des gains mensuels ou hebdomadaires que tu fais, juste comme ça, sur une crypto. Après tout, à la fin de la semaine, ou dans le pire des cas, ce qu'on appelle le risk management, ce qui est le plus important, comme tout le monde sait ici, dans le pire des cas, au lieu de gagner, je ne connais pas les chiffres, mais on va dire 3 000 € par semaine, tu gagnerais 2700. Ça ne va rien du tout changer à ta vie. Ça ne va rien changer à ta qualité de trader, mais tu auras pris 10% ou 5% des gains que tu fais sur un marché plus réglé, plus sécurisé, pour les investir dans un véhicule d'investissement sur lequel tu pourrais gagner plus. J'investis sur d'autres véhicules qui s'appellent l'art moderne. Qui peut aussi marcher bien, parce que l'avantage... Il y a quelques articles, et il y a Pinot, donc bon, je vais pas... C'est quand même l'avantage de Venise, c'est qu'on a les deux plus beaux musées d'art moderne grâce à Pinot et à la fondation Pinot, mais j'investis sur l'art moderne. L'avantage de l'art moderne, c'est que je le vois tous les jours. Ouais, moi je vois. Et on peut pas. Enfin, si, tu vas me dire, on est en train de cambrioler, j'ai peut-être tout paumé aussi. C'est possible, il y a peut-être autant de risques qu'avec les Les gens savent où t'habites grâce à YouTube. Bah, exactement. J'aimerais ajouter quelque chose justement un peu à ce débat que vous avez créé tous les deux, et un peu justement. Entre Italiens. Hein. Je vais rajouter un troisième camp en fait, parce qu'il y a le pour, il y a le contre, mais on va pouvoir encore découper au sein du camp des pour. Il y a des points sur lesquels je rejoins Benoît, et d'autres sur lesquels je te rejoins Pascal. Je rejoins plus Pascal sur la philosophie qu'il y a derrière la crypto, et pas uniquement Pascal, mais je pense tout le groupe, et d'ailleurs tu vas nous parler un petit peu plus de la technologie qu'il y a derrière. Donc ça c'est un peu le côté pour. Pour le côté contre, et là où je suis vraiment d'accord avec toi Benoît, et c'est là où je suis pas un vrai pour, c'est que au même titre que sur le FX, donc le Forex, les marchés actions, le trader lambda, donc qui s'invente trader du jour au lendemain, lui il a tendance à perdre de l'argent en fait en toutes circonstances, c'est ça on vient de le dire hein, Pascal. Et c'est pour ça que nous, on propose une technologie qui permet justement aux gens de ne pas investir par eux-mêmes et de faire confiance à des professionnels. Et je rejoins vraiment la chose, c'est qu'on a travaillé vraiment énormément sur les stratégies de trading, et on se rend compte que ça ne fonctionne que parce que justement il y a une gestion qui est extrêmement temps réel, extrêmement rapide et efficace, et qui comprend très bien l'envergure globale du marché, que ce soit d'un point de vue fondamental, d'un point de vue news avec les rumeurs, que ce soit d'un point de vue mathématique ou statistique. C'est très compliqué d'aller récupérer de la performance et limiter le risque. Donc c'est là où je suis pas d'accord avec toi Pascal, c'est que je trouve que c'est difficile de faire de la performance aujourd'hui sur les cryptos, et même si vous avez investi en 2017, c'est difficile parce que ça a connu une énorme montée, et si aujourd'hui vous n'êtes pas sorti du marché dans les meilleurs moments, on est revenu à des niveaux de 2017. Donc en fait, on n'a pas fait d'argent et on a subi énormément. J'ai pas dit que c'était facile, c'est juste que j'ai pas pu terminer. Oui, d'accord, excuse-moi d'ailleurs de dire ça. C'est aussi compliqué que tout autre investissement, puisque ça requiert de la psychologie un peu technique. Mais juste pour terminer quand même, parce que j'ai pas pu terminer. Étant donné qu'effectivement il y a un risque, mais il y a aussi un gros potentiel de gain, mais la question c'est quel est le risque que l'on prend. Quelqu'un qui a par exemple un capital liquide pour investir de 1 million d'euros, s'il investit 10 000 € dans le Bitcoin, est-ce que cette personne prend un risque? Non. Quelqu'un qui a 10 000 € mais qui investit 5 000 €, est-ce que cette personne prend un risque? Oui. Donc pour moi, le risque est extrêmement relatif. Donc à partir de ce moment-là, la question c'est pas est-ce que c'est risqué ou pas, c'est quel comportement, quelle attitude est risquée. Donc tu parlais par exemple tout à l'heure de ton fils qui malheureusement s'est fait voler ses bitcoins, et Michael a très juste titre qu'effectivement, mais ça c'est à cause malheureusement des informations qui ne sont pas complètes sur internet, chacun, à part avec la décentralisation des exchanges, chacun est responsable du coup de ses fonds.
Donc effectivement, quand on investit dans la crypto-monnaie et qu'on confie ses clés à une autre plateforme, à un exchange, etc., il y a un risque. Alors, il y a des attitudes à avoir pour limiter ce risque. Par exemple, on ne garde pas ses fonds sur un exchange centralisé déjà, ça c'est une des règles de base, et on évite de faire confiance, quand même trop confiance à des tiers qui possèdent ces clés. Donc le risque n'est pas d'investir ou pas, le risque est dans l'attitude. L'attitude, c'est l'éducation. L'éducation, qu'est-ce que c'est? C'est juste du coup des salons comme ça, et ça serait pas mal du coup que peut-être, sur le stand d'exemple Bitcoin, qui en parle plus après, de quelle attitude à avoir justement pour limiter le risque au maximum, et pour justement pouvoir profiter de potentiels gains. Et juste pour terminer du coup, Gaël, moi je pense que ça va être extrêmement compliqué maintenant de faire beaucoup d'argent sur la crypto-monnaie. La bulle a été entretenue par les médias et rien d'autre. D'ailleurs, il n'y a qu'à le voir avec ce qui s'est passé en décembre. Le Bitcoin a doublé juste parce que les médias en ont parlé, parce que le Bitcoin est monté. C'est tout. Les gens achètent du Bitcoin parce que le Bitcoin monte et parce que les médias ont parlé que le Bitcoin a dépassé les 10 000 $. 10 000 $, 20 000 $ en ligne droite. Ensuite, à partir de 20 000 $, les banques ont commencé à payer des youtubeurs et des médias pour donner des mauvaises, on va dire des informations négatives sur le Bitcoin. Et comme les investisseurs Bitcoin sont quasiment tous des particuliers non éduqués, qu'est-ce qu'ils font? Ils font comme les investisseurs Disney, ils les gardent, ce qu'on appelle holder. Et tous les investisseurs qui gardent en gain ou en perte ne rajoutent pas de nouveaux volumes sur les exchanges. Du coup, s'il n'y a pas de nouveaux arrivants, il ne peut pas y avoir de nouvelles bulles. Et les nouveaux arrivants, il n'y a qu'une seule et unique entité qui peut les créer, ce sont les médias. Si les médias lâchent le Bitcoin, vous pouvez dire adieu à la bulle. C'est pour ça que pour moi, la bulle est quasiment terminée, puisque les médias ont changé de veste, parce que ça fait plus vendre aujourd'hui de parler du Bitcoin. Donc ça, c'était juste pour terminer. Et puis maintenant, je te laisse. Super. Alors, je voulais revenir sur quelques points, quelque chose qui ont été dites. Déjà, je vais rejoindre le point adverse en une seconde, où je suis d'accord que c'est assez dangereux quand on promet des retours incroyables et de dire voilà, avec les crypto-monnaies, vous pouvez faire du x100, vous pouvez faire du x10, ou d'investir dans les crypto-monnaies tout simplement parce qu'on a entendu que son voisin avait multiplié par 5 sa mise de départ. Et donc, moi je vais investir dans les crypto-monnaies et ça va être pareil, quel que soit le moment auquel je rentre sur le marché. Par exemple, nous, à la maison du Bitcoin, c'est pas le discours que l'on tient. Et nous, on va d'abord, lorsque quelqu'un s'intéresse à investir dans les crypto-monnaies, exposer tous les risques liés à ces nouvelles technologies et justement donner des conseils sur comment vous allez faire pour vous protéger contre ça, notamment par rapport justement au hack. Donc là, bon, ça a été dit déjà quelques fois, mais encore une fois, si vous laissez vos crypto-monnaies à un exchange, s'il se fait hacker, si c'est un exchange un peu pourri, au final le fondateur il va partir avec toutes les crypto-monnaies qu'il avait dessus, c'est déjà arrivé. C'est vous qui vous exposez à ce risque-là le temps que votre argent, que vos crypto-monnaies soient dessus. Aujourd'hui, on est en 2018, on n'est plus en 2013, on n'est plus en 2011, on n'est plus en 2012. Il existe des méthodes pour sécuriser à 100% ces crypto-monnaies et subir aucun risque de hack. Ça s'appelle des portefeuilles physiques de crypto-monnaies. Vous avez une marque française qui s'appelle Ledger qui développe ça. À partir du moment où vous sécurisez vos fonds sur un Ledger Wallet, vous n'avez aucun risque de vous faire hacker, à moins de faire n'importe quoi et de partager l'information source du portefeuille qui vous est donnée au moment de l'initialisation. C'est une suite de mots. Quand vous avez cette suite de mots qui est sécurisée, vous n'avez aucun risque de vous faire hacker vos crypto-monnaies. Donc déjà, savoir qu'il existe des solutions aujourd'hui pour sécuriser à 100% ces crypto-monnaies et ne pas subir ce risque de hack. Sauf qu'on peut perdre sa clé ou se la faire voler très facilement. Alors non, alors justement, au moment où vous initialisez un portefeuille de crypto-monnaies, il y a une information qui est partagée avec vous, c'est l'information source du portefeuille. C'est ce qui s'appelle la seed. La seed, c'est tout simplement, on va faire plus simple, c'est une suite de 24 mots qui vous est donnée, et toutes vos clés privées et ensuite vos adresses Bitcoin, vos clés publiques, sont générées à partir de cette seed. Ce qui veut dire qu'à partir du moment où vous avez une copie de cette information source quelque part, vous allez pouvoir récupérer l'accès à vos crypto-monnaies à tout moment, même si vous perdez votre portefeuille. Ledger, ils ont levé des fonds récemment, c'était plusieurs dizaines de millions d'euros, est-ce que tu peux nous rappeler? Ledger ont levé 70, je pensais que c'était un peu plus, mais ils ont levé donc entre 70 et 90 millions d'euros effectivement. David, rappelle-moi quand même, la maison du Bitcoin, ils ont des parts dans Ledger. Il y a des investisseurs de la maison du Bitcoin qui ont aussi des parts sur Ledger. Voilà, il faut être honnête quand même. Il y a d'autres portefeuilles également. Alors, il y a d'autres portefeuilles. Je vais même aller plus loin, Ledger a été créé à la maison du Bitcoin. D'accord, il y a d'autres portefeuilles également. Maintenant, ce sont des entités séparées. Pour être un peu honnête, il y a d'autres portefeuilles. Il y a d'autres portefeuilles comme Kiki, comme Trésor. D'accord. Ledger est le leader sur la technologie de la carte à puce pour les portefeuilles des crypto-monnaies.
Voilà, je sais plus ce que je voulais dire. J'avais quelque chose d'autre en tête, mais j'ai oublié. Je ne sais pas si quelqu'un a quelque chose à rajouter là-dessus ou veut rebondir là-dessus. Oh. Oui, il y a autre chose également. Donc on a vu un peu le trading également. Tout à l'heure, moi j'aurais un club EGUP sur le. Rajouter ce que D'accord, je voulais vas-y. dire. La mémoire qui est revenue. Voilà. En fait, il faut aussi voir quelque chose, c'est qu'est-ce qu'on est en train d'acheter. D'accord ? On est en train de se positionner sur des technologies qui sont extrêmement nouvelles, qui portent beaucoup de promesses, mais qui ont aussi beaucoup d'obstacles devant eux. Okay ? Et il y a différentes manières d'investir dans les crypto-monnaies. Ici, on est au salon de l'analyse technique, donc c'est du trade, du day trading, jouer sur les valeurs, etc. On n'est pas obligé de se positionner sur les crypto-monnaies de cette manière-là. Il y a beaucoup de gens, tout simplement, qui vont analyser les différentes technologies qui sont proposées, parce qu'effectivement, comme on disait tout à l'heure, il existe des milliers de crypto-monnaies différentes. Ce sont des protocoles qui marchent différemment, qui ont différentes règles, et qui vont permettre de faire différentes choses, qui vont proposer différentes plateformes, par exemple, qui vont être plus... alors je vais faire une petite comparaison rapide avec Ethereum, qui est la deuxième plus grosse crypto-monnaie en termes de capitalisation de marché. Ethereum a été développé de façon à faciliter la création d'applications décentralisées sur la plateforme Ethereum. Et ensuite, vous avez l'Ether, le token natif à Ethereum, qui va servir de gaz, de carburant, pour exécuter le code informatique que l'on peut programmer et intégrer sur la plateforme Ethereum. Ça intéresse tout un tas d'entreprises, parce qu'il y a tout un tas d'entreprises qui se disent cette technologie est ultra intéressante, cette technologie décentralisée présente des avantages, qui fait que je vais pouvoir construire des nouveaux services sur cette technologie-là. Des nouveaux services qui vont rajouter de la valeur ajoutée. Okay ? Ces technologies-là, elles sont dans des phases de construction, elles sont en cours d'élaboration, elles sont en cours d'évolution. Ce qui veut dire que c'est pas sur quelques mois que ça se joue, c'est sur des années, c'est sur plusieurs années de développement. C'est des technologies qui vont être matures, qui ne sont pas matures aujourd'hui, je suis d'accord, pour tout ce qu'elles veulent faire, mais qui vont être matures d'ici à quelques années. Lorsqu'elles seront matures, il y a des services que vous allez utiliser, même sans le savoir, qui fonctionneront sur ces technologies-là. Donc il y a aussi une autre manière d'investir sur les crypto-monnaies, c'est de voir les choses sur le long terme. Et pour l'instant, toutes les personnes qui ont investi dans les crypto-monnaies avant novembre 2017, donc depuis le 3 janvier 2009 à novembre 2017, elles sont gagnantes. Okay ? Celles qui ont acheté des crypto-monnaies avant novembre 2017 et qui n'y ont pas touché, et qui ont juste parié sur des technologies sur lesquelles elles veulent se positionner, ces personnes-là sont gagnantes. Voilà, donc c'est juste pour remettre un peu les choses en perspective et savoir vraiment de quoi on parle et sur quoi on est en train de se positionner. Voilà. Et donc moi j'aimerais bien répondre aussi à Benoît, parce que je n'étais vraiment pas d'accord avec ce qu'il a affirmé tout à l'heure. Donc par exemple, un successeur de Bitcoin, un concurrent Bitcoin serait tué par un Apple Coin ou un Amazon Coin. Il faut bien comprendre qu'une des grandes forces de Bitcoin, et c'est pour ça aujourd'hui que ce qu'on appelle, il y a un peu un camp qui est pro-Bitcoin et qui considère que tout ce qui n'est pas Bitcoin est un shitcoin. Une des grandes forces de Bitcoin est sa communauté de développeurs. Et c'est là que je suis en désaccord, c'est que ces développeurs ne sont pas uniquement motivés par des bénéfices, une ligne de compte, mais par un vrai idéal. Donc on a des cypherpunks, des libertariens, c'est quelque chose de beaucoup plus profond qu'une simple ligne dans un terme total. Et donc ça c'est une grande force de Bitcoin et c'est ouais. Je suis d'accord avec toi, je suis un ancien hacker sur Amiga. Voilà, maintenant je peux le dire, je risque plus d'aller en prison. Mais effectivement, il y a ces idées, c'est décentralisé, on n'a pas l'autorité de l'État et tout ça. On est là pour gagner de l'argent, avant tout, en prenant un minimum de risque. Le Bitcoin, j'ai strictement rien contre, mais pour que ça fonctionne, pour que ce soit un véritable succès, ou n'importe quelle autre monnaie, à un moment, ça doit rencontrer son public. Et le public, on est 7 milliards d'habitants. Et le public, c'est Madame Michu. Et c'est Madame Michu, si elle va sur Amazon, en 2 clics, elle a acheté un produit. Le jour où Amazon fera du Bitcoin, on pourra acheter quelque chose concrètement, à part de la drogue, des prostituées, des kalachnikovs, je caricature, hein, c'est sur le darknet, parce que tu parlais un peu de ça. Ça pourra vraiment fonctionner. Et je pense vraiment qu'on a Amazon, qu'on a Apple qui est sur le coup. Imaginez Apple, la plus grosse société au monde, des trésors, des milliards de capitalisation, ils ne savent plus quoi en faire.
pourquoi Apple n'accepterait pas tout simplement le Bitcoin? Parce qu'ils font simplement leur Bitcoin et ça marchera instantanément parce qu'ils ont leur propre Apple Store. Et en 2 secondes, c'est gagné. Amazon fait la même chose. Moi, j'achète tout sur Amazon. Je pense qu'on est de plus en plus nombreux à le faire. Le jour où Amazon me sort, je vous transforme 100 € en 110 points, en 110 Amazon Coin, tout de suite, je fais tout de suite mon virement. Ce sera instantané, si tu veux. C'est ça. C'est une très belle technologie. C'est une très belle technologie. À un moment, pour que ça fonctionne, il faut que ça dépasse il faut que tout le monde puisse pouvoir l'utiliser de manière extrêmement simple. Et je pense, et là c'est, je ne suis pas contre à 100%, je souhaite qu'ils développent des technologies qui permettent de simplifier totalement. Ça commence, mais comme tu l'as dit très justement, on en est au balbutiement. Et comme on est au service de l'analyse technique, il faut vraiment le dire, c'est un investissement, si j'ose dire, sur le futur, risqué. Puisqu'on a aussi ce risque que les États, imaginons que l'Union européenne se réveille, nous sorte un moment un décret en disant les crypto-monnaies, c'est terminé. Voilà, on perd. Bien sûr. Il y a ce risque systémique quelque part à intégrer, même si c'est une très belle technologie, ça je suis vraiment d'accord. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que ce sont des actifs risqués. Mais par exemple, pour donner une clé de lecture de marché, en quelque sorte, c'est que, alors je ne sais plus qui sont ces travaux, mais toute révolution technologique entraîne des exponentielles, des bulles et ce genre de choses. Et en regardant justement l'historique de Bitcoin, donc on peut compter à peu près 3 bulles, et ça justement c'est quelque chose qu'il faut savoir, parce qu'effectivement quand on veut trader, quand on veut spéculer, il faut connaître son actif. Donc typiquement, donc ça c'est, je sais que c'est notamment Chris Bernstein qui en a pas mal parlé, mais les actifs qu'on connaît aujourd'hui, les crypto-monnaies, évoluent en bulle. Donc effectivement, ça il faut le savoir pour un moment prendre justement quelque chose qui n'est pas forcément simple et avoir conscience que le prix ne monte pas jusqu'au ciel. Je pensais qu'on allait parler beaucoup plus marché. Parce que sur la techno, tout le monde, converge à peu près, mais le trading de crypto a été pour l'essentiel basé sur, ou presque uniquement sur l'espoir d'un gain rapide. Et aujourd'hui, on a déjà partiellement une réponse avec ce repli. L'idée maintenant, c'est est-ce que si je me transforme en investisseur, est-ce que dans 10 ans, l'argent que je vais investir, cette fois-ci sur le Bitcoin ou sur une autre crypto, pourra avoir une bonne plus-value? Est-ce que mes probabilités d'avoir une très grosse plus-value sont fortes ou pas? C'est peut-être là aussi la question à laquelle il faut répondre. Pourquoi le Bitcoin? Pourquoi pas le Ripple? Pourquoi pas, en effet, d'autres cryptos qui pourraient... la prochaine, c'est peut-être celle qu'on ne connaît pas aujourd'hui, qui n'existe pas. Donc, le risque, en tant que spéculateur, vous avez bien constaté que les arbres ne montent pas au ciel, et ça, c'est dans l'histoire, on l'a déjà vu 1000 fois, mais c'est aussi, si je deviens investisseur, il n'est pas certain non plus que dans 10 ans, la crypto-monnaie que j'aurais choisie existe encore. Est-ce qu'elle aura progressé? Est-ce que les technologies ne vont pas subir de profonds bouleversements? Donc, dans tous les cas, je pense qu'il y a une incertitude extrêmement importante, et l'accessibilité pose problème, je pense quand même. C'est pas simple. Trader le Bitcoin via les CFD coûte cher. Donc l'accessibilité ensuite physique est un petit peu lourde par rapport à ce qu'on a l'habitude de vivre sur les marchés financiers. Voilà, c'est des questions auxquelles vous devez songer. Maintenant, peut-être que je sais pas, le Bitcoin vaudra, comme mes amis prévoient, 150 000 euros, 150 000 $, j'en sais rien. Peut-être rien du tout. Et je pense que personne ne peut vraiment annoncer clairement un prix à un horizon, même lointain. C'est compliqué. Et donc je préfère spéculer sur des choses où là la disponibilité est facile,
plutôt que de spéculer sur quelque chose qui est assez complexe à échanger, puisque la centralisation est compliquée, vous le savez, etc. Après, il y a tous les aspects techniques du marché. Tout à l'heure, Pascal a parlé d'OTC, mais dans la salle, est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un marché OTC? Donc c'est un marché de gré à gré, c'est un marché qui n'est pas centralisé et pour lequel vous ne connaîtrez pas les volumes, les véritables échanges, les enjeux, etc. Sauf les deux personnes qui sont l'une en face de l'autre, donc l'acheteur et le vendeur. Voilà, donc après, écoutez, à chacun de se faire son idée, mais bon, je ne pense pas qu'il y ait de solution évidente. Voilà, on va peut-être passer aux questions, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, et je vais juste laisser 2 minutes la parole à passer. Je crois que tu voulais rajouter quelque chose, et ensuite, juste... Jean-Louis, c'est qu'il y a le débat, j'aurais aimé qu'il soit plus porté sur trading et investissement. J'aurais dû préciser que moi je suis plutôt investisseur, je ne suis pas trader de crypto, parce qu'il y a beaucoup trop de volatilité pour moi, et moi je préfère des marchés quand même plus calmes pour mon trading, on va dire classique. Et par contre je suis investisseur crypto. J'ai pris du coup le parti d'investir 30% de mes revenus et 5% de mon patrimoine. Et donc la question que je voulais vous poser à tous les deux, c'est si on se replaçait du coup dans un contexte d'il y a un an, ou même là aujourd'hui, compte tenu de vos patrimoines et de vos revenus, il n'y a pas un pourcentage que vous deux vous seriez prêts à sacrifier pour investir sur des technologies qui, comme à l'époque de la bulle internet, on ne savait pas qu'Amazon allait devenir Amazon, qu'Apple allait devenir Apple. Il y a eu énormément d'entreprises qui ont été créées, de start-up, de levée de fonds. Donc, comme tu l'as dit, on ne sait pas quelle sera la crypto qui survivra. Moi non plus, je ne sais pas. C'est pour ça que j'ai essayé d'avoir un portefeuille avec pas mal de crypto, comme ça, bon, je chatte ou je chatte pas. Donc, question de ça, c'est parce que là, pour moi, c'est du risk management. Toi, ça ne dirait pas de dire, voilà, X pourcentage, je peux le sacrifier pour investir sur ce type de véhicule? Réponse oui. Oui. Réponse oui, je suis prêt à mettre un pourcentage. 1%. Donc imagine maintenant, avec le rayonnement que vous deux vous avez, vous êtes beaucoup plus public que moi. Du coup, je pense que vous avez une responsabilité aussi d'éducation vis-à-vis des gens, parce que toutes les personnes qui veulent investir sur la crypto, si vous qui êtes public, vous leur dites pas, mais avec vraiment beaucoup de pédagogie, comment se protéger, etc. De toute façon, ils le feront. C'est pas parce que toi tu dis qu'il ne faut pas le faire, ils le feront. Pascal, on va s'arrêter parce qu'on a laissé poser les questions. Normalement, on a déjà dépassé le problème. Et donc tu répondras éventuellement si les questions étaient adressées. Monsieur, vous voulez poser une question? Allez-y. Bonjour à tous. Et les réponses, on essaye d'être très court, on a déjà dépassé le temps, normalement on arrête. 2 petites questions. Aujourd'hui, le principal problème des cryptos, c'est qu'on ne peut pas acheter facilement quoi que ce soit. Demain, si on a un Amazon Bitcoin, est-ce que du coup ça ne peut pas créer un appel d'air qui permet des transactions? On peut acheter effectivement n'importe quoi en Bitcoin. Déjà celle-là. D'accord. Il y a déjà pas mal de projets. Excusez-moi, la deuxième question c'est par rapport à votre remarque que je trouve pertinente, mais quel serait l'intérêt d'Amazon d'avoir un coin en fait? Par rapport à, ne serait-ce que par rapport au fait que voilà, aujourd'hui en moyen de paiement c'est assez facile. Enfin, pour la première question, il y a déjà énormément de projets et de solutions qui arrivent pour acheter directement en crypto-monnaie n'importe quoi. Ça arrive en force très vite. Il y a eu gros bill dernièrement. Voilà, donc la réponse est oui. Et donc par rapport à Amazon, j'ai pas trop compris non plus l'intérêt de cette explication tout à l'heure. Donc je vais vous la donner, c'est tout simplement parce que vous gardez les gens chez vous. Tout simplement. C'est promotionnel, c'est commercial, c'est la base. Quand vous avez une promotion chez Carrefour qui vous fait le vin avec moins 5% de rabais, vous allez chez Carrefour. Voilà, et bien là vous aurez, en convertissant vos euros en Amazon Coins, et vos Amazon Coins, vous allez en faire quoi? Vous allez les vendre chez Groby après? Vous allez chez Amazon. Donc c'est simplement pour capter les gens. Ils ont tous les consommateurs avec eux déjà, ça peut aller très vite. Une autre question? Moi, s'il vous plaît. Là-bas, madame, donnez le micro. Alors, vite, si c'est une question rapide. Je voulais poser une question rapidement à Jean-Louis qui est là, qui a connu la bourse physique. Il a sûrement connu à une certaine époque glorieuse des gens qui ont gagné des fortunes sur les penny stocks. Est-ce que ces techniques des penny stocks ne seraient pas utilisables pour gagner de l'argent sur les crypto-monnaies? Est-ce que les cryptos sont similaires aux penny stocks?
la limite, c'est ce qu'a dit Pascal tout à l'heure, il va en acheter une cinquantaine et puis il se dit que dans le lot, il a peut-être une qui va faire 1000 fois la mise. Donc pourquoi pas? Il y a juste une différence avec les penny stocks, c'est que la crypto, il y a des communautés et des gourous derrière, alors qu'à l'époque des actions que je n'ai pas connues, ça on vous a pensé. Ouais, mais est-ce que c'est plus rassurant? C'est pas sûr. Non, je dis pas ça, mais par contre, c'est juste pour dire que ça se traite pas pareil. C'est pas pareil, d'accord. Sur le risque et sur l'investissement, c'est un peu la même chose. Mais madame, la crypto, il y a une dimension psychologique qu'il faut... Ok, Pascal, merci. Bon, madame. Merci. Alors moi, j'ai une question à poser. Rapide. Vraiment petite. C'est est-ce que c'est possible que les États, un jour, puissent interdire les crypto-monnaies? Ils l'interdiront, mais ils ne peuvent pas en empêcher l'utilisation. Réponse oui, le Maroc l'a fait, la Chine l'a fait, etc. Ça peut arriver. Ah, tous les États, c'est des... Voilà. C'est impossible que le monde un par un. C'est quand même trop compliqué de dire qu'ils ont interdit les crypto-monnaies. Hein. Ouais, enfin en Chine, vous avez déjà un quart de l'humanité. En moins. En Chine, ils ont interdit les levées de fonds via les ICO. C'est sensiblement différent. Bon, on a vraiment pas le temps, mais honnêtement, en histoire économique, ça peut faire s'effondrer des pays. Donc les pays vont se défendre. La Chine a interdit Facebook aussi. Moi, je voulais juste dire quelque chose en tant que public, on va dire monsieur et madame tout le monde. C'était pour rebondir sur ce qu'avait dit Pascal, vous avez une responsabilité vis-à-vis de nous, des particuliers, de communication. Et moi, ce qui m'agace, juste, j'en ai pour 2 secondes, c'est juste qu'on arrête de dire que la crypto-monnaie, c'est pour des transactions douteuses, de l'argent sale. L'argent sale, il y en a partout, pas seulement en crypto, voilà. Et vous avez cette responsabilité-là, vous faites partie de nos éducateurs. Et donc, voilà. Merci. Alors, là, vous n'êtes pas tombé avec moi. Tout le monde me connaît, je suis grande gueule et je suis surtout impolitiquement correct. Donc, tout ce qui est moral, tout ça, rien à faire. Pour moi, et je pense que tout le monde, s'il veut être honnête, c'est le résultat à la fin de l'année sur mon portefeuille. Est-ce que j'ai fait plus ou moins? Donc, il y a des risques, les cryptos, etc. Est-ce que c'est pour malhonnête, pas malhonnête? Ça, c'est à la police de faire son travail, madame, pas à moi. Mais par contre, si moi je peux en tirer profit, j'en tirerai profit. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Sur le long terme, bah, c'est comme tout, hein. C'est madame Irma, on sait pas trop comment ça va tourner. Là, il y a des risques, là, c'est fragile un peu. Est-ce que ça va se consolider? Je pense que ça va se consolider, qu'il y a plein de crypto-monnaies qui vont disparaître et qu'il n'y aura plus que 3 ou 4 crypto-monnaies. Quoi. Et moi, je suis neutre. Si je peux juste rebondir juste pour revenir, j'en ai pour 2 secondes. Pour la pédagogie, par exemple, j'ai publié des vidéos tous les jours. J'ai fait des vidéos sur les crypto-monnaies au mois de décembre en disant qu'il y avait des dangers. C'est à peu près ce que j'ai expliqué. Et j'ai été insulté, menacé de mort pour tout ça. Donc oui, on continuera à faire la pédagogie. Et oui, on continuera à dire ce qui paraît évident. Les crypto-monnaies, c'est un actif qui est extrêmement dangereux, même si on se fait insulter. Voilà. Merci. Ça fait partie de la pédagogie. Merci. J'ai trouvé que ce débat était à la hauteur des attentes. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Merci à tous.